Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de la justice et la loi, toujours deuxième partie. Après avoir étudié essentiellement la justice et la loi morale, nous allons étudier maintenant la justice et la loi d'un point de vue politique. Vous pouvez vous asseoir et éteindre vos portables. Alors nous avions vu à la fin de la dernière partie que l'impératif catégorique devait théoriquement nous amener à nous inquiéter des autres et agir d'une manière qui soit conforme à l'intérêt de tous. Ça, c'est une question de bonne volonté. Mais est-ce que c'est suffisant? Si c'était suffisant, pourquoi nous faut-il, d'un point de vue politique cette fois-ci, une police? Pourquoi faut-il, par exemple en ce moment, des sanctions? Si on pouvait compter sur la bonne volonté de chacun, on n'aurait pas besoin d'avoir recours aux sanctions. C'est le travail de la justice. C'est ici qu'intervient la justice qui, comme on le voit sur cette image, clairement est armée d'une épée. Et ça n'est pas par hasard. En effet, une justice sans police, ça ne fonctionnerait pas. Un exemple, voilà ce qui se passerait si on ne faisait appel qu'à la bonne volonté de chacun. On voit bien que sur ce carrefour de l'étoile, chacun essaie de se débrouiller tout seul et de passer en dépit de toutes les lois, en respectant à peu près aucune d'entre elles, et on ne peut pas, on le voit bien, fonder une société sur les bonnes intentions des uns et des autres. Ce serait, on va le voir, à long terme, la guerre de tous contre tous. Donc, ce que l'on a, pour éviter ce type de situation, et pour permettre par exemple à ce gros bus de pouvoir passer à la fin, sans se battre, en quelque sorte, eh bien on a inventé des lois. Exemple, quand on arrive dans un carrefour, à sens giratoire, ça fonctionne parce que cette voiture peut passer ici, puis là, puis celle-ci à son tour passer, puis celle-là enfin passer. C'est-à-dire que, dans le fond, l'intérêt de chacun est respecté, tout simplement parce qu'il y a des lois. Cette loi en particulier, c'est une règle, c'est le carrefour à sens giratoire, vous devez céder le passage aux véhicules venant de la gauche déjà insérés dans le carrefour. Voilà comment on peut passer d'un état où on compterait uniquement sur la bonne volonté de chacun à un état dans lequel la volonté de tous sera respectée. C'est grâce à la règle et à la loi. Nous l'avons très bien vu dans le texte de Platon sur l'anneau de Gygès, sur lequel je ne reviens pas, mais dont vous vous rappelez évidemment, qui nous raconte comment quelqu'un qui peut échapper à la loi, qui a donc seulement sa conscience morale pour lui, eh bien n'écoutera pas cette conscience et en profitera pour devenir depuis, alors qu'il était peut-être un homme juste, devenir un homme méchant. C'est ce que nous explique aussi Thomas Hobbes dans ce texte que je vous lis. C'est pourquoi toutes les conséquences d'un temps de guerre où chacun est l'ennemi de chacun se retrouvent aussi en un temps où les hommes vivent sans autre sécurité que celle dont les munissent leur propre force ou leur propre ingéniosité. Là, il nous dit tout simplement que si chacun ne pouvait compter que sur sa volonté et sous son pouvoir, rien ne marcherait. Dans un tel état, il n'y a pas de place pour une activité industrieuse parce que le fruit n'en est pas assuré et conséquemment il ne s'y trouve ni agriculture, ni navigation, ni usage des richesses qui peuvent être importées par mer. Pas de construction commode, pas d'appareil capable de mouvoir et d'enlever les choses qui pour ce faire exigent beaucoup de force, pas de connaissance de la face de la terre, pas de computation du temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société, et ce qui est le pire de tous, la crainte et le risque continuel d'une mort violente. La vie de l'homme alors solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et brève. En un mot commençant, selon Hobbes, sans loi, avec si chacun est libre et du coup n'a plus que sa propre force pour se défendre et pour vivre, eh bien on retourne à un état animal. Voyons ça dans le détail. Donc les conséquences d'état de guerre sans loi. Les hommes vivent sans autre sécurité que leur propre force ou leur propre ingéniosité. Résultat, c'est de chacun pour soi. Ensuite, on n'a pas de nourriture, pas d'abri, ni culture, ni connaissance scientifique, pas de sécurité. Et enfin,
donc le retour à un état animal. Comme le dit aussi après Platon et Hobbes, Kant, dans l'état de nature, la liberté est une liberté sauvage, seule une liberté partagée permet de garantir équité, justice, propriété à chacun. Donc, sans loi, pas de société, ce qui signifie qu'il va falloir partager ma liberté. Je ne peux pas faire ce que je veux, je dois, pour pouvoir vivre avec les autres, prendre en compte la liberté des autres, tout simplement. Et c'est pour cela qu'il nous faut des lois. Alors, il y a deux types de lois. La loi morale, qu'on a déjà vue, la loi de la première partie, du droit naturel, un principe d'action universelle auquel on doit obéir pour réaliser sa liberté, c'est un principe interne auquel j'obéis volontairement. Encore une fois, on vient de voir qu'il y a des limites à cette obéissance volontaire. Par contre, la loi du droit positif désigne toute règle générale et impersonnelle résultant d'une volonté collective et dotée de la force contraignante. C'est un principe imposé de l'extérieur. À partir de là, ce type de loi-là, la loi du droit positif, la loi du droit politique, c'est celle qui va m'obliger à faire une chose, que je sois d'accord ou que je ne sois pas d'accord. Du coup, qui dit loi dit droit, droit positif qui résulte de lois écrites ayant force de loi, ou droit naturel, résultat des rapports entre individus, indépendamment de toute législation écrite. Donc, droit positif, il est écrit, ces lois sont écrites, par exemple l'interdiction de passer au feu rouge, tandis que le droit naturel, les lois ne sont pas écrites, c'est un accord entre les individus, par exemple l'espoir ou la volonté que l'autre me soit fidèle. Et je ne pourrais pas amener devant les tribunaux une personne qui me serait infidèle. C'est une question, ça n'est pas écrit cette fois-ci. De la même manière, on trouve donc deux types après des lois différentes, loi morale et loi du droit positif, et loi positive, droit moral et droit positif, droit naturel et droit positif. Il y a une justice, deux types de justice. Dans un premier sens, la justice désigne ce qu'un homme s'estime légitimement en droit de faire, c'est le droit naturel. Bon, par exemple, Gizès, on a bien vu que lui, il s'estime légitimement en droit de tuer le roi, parce que personne ne l'attrapera. Par contre, dans un second sens, la justice désigne ce qui est autorisé ou interdit par la loi de tel ou tel pays. C'est le droit positif. Il faut faire attention au fait que c'est une loi n'est pas nécessairement restrictive. Elle est contraignante, mais elle m'autorise aussi. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. On verra, il suffirait de prendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour voir que le droit positif s'inquiète aussi de me permettre de m'autoriser, par exemple, de faire appel à un avocat si je suis accusé par la justice. Alors, résultat, on arrive, grâce à la loi, à un équilibre entre les intérêts individuels et l'intérêt général. On pourrait dire un équilibre entre la liberté individuelle et la liberté de tous. C'est la loi qui va, en théorie en tout cas, la loi, nous réussir cet accord. Donc, nous avons vu, pour vivre en société, il ne suffit pas de compter sur la bonne volonté de chacun. Par exemple, il faut des radars pour que les vitesses soient respectées. C'est ce que nous avons vu avec Platon, qui, avec le texte sur l'anneau de Gigès, montre que sans loi, pas de justice. Et Thomas Hobbes nous dit que sans loi, pas de sécurité pour chacun, et la société s'écroule. Donc la loi morale n'est pas la même que la loi du droit positif, mais elle ne doit pas non plus étouffer les libertés de chacun. Il faut que j'ai intérêt à obéir à la loi, c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc je n'entends pas obéir à la loi de manière gratuite. Il faut que ma liberté soit respectée. Il ne s'agit pas de se soumettre entièrement à la loi, sans contrepartie en quelque sorte. Et l'idée, pour que la société puisse fonctionner, qu'il ne soit pas évidemment une société totalitaire, il faut que j'y gagne à obéir à la loi. Et certains auteurs pensent que les échanges économiques sont un moyen de s'entendre. Parce que chacun va trouver intérêt à l'intérêt de l'autre. Mon intérêt, ça va devenir un intérêt général. Comment ça se passe?
il suffit de regarder la définition d'une société. Une société, c'est une relation s'établissant entre deux hommes qui se rendent mutuellement l'équivalent de ce qu'ils se sont donné. Donc, tout simplement, une société, ça fonctionne si, quand je donne quelque chose, on me rend quelque chose en échange. Par exemple, je paie des impôts et en échange, j'ai droit à une éducation de mes enfants. Donc, les échanges, ils ont une vertu, c'est qu'ils sont réciproques, et du coup, chacun trouve intérêt à obéir à la loi et à s'inquiéter de l'intérêt des autres, puisque il y gagne, chacun est gagnant dans cette affaire. Il y a une mutualité des échanges. Donc, puisque la société est le résultat d'une communauté d'intérêts, il suffit que les échanges entre les sujets de la société soient équitables. Donc, à ce moment-là, encore une fois, on trouve un moyen d'équilibrer les échanges en respectant la loi, hein, mais par les échanges. Il y a un équilibre des intérêts, en quelque sorte, qui est très net grâce aux échanges. Alors, Adam Smith pousse la logique plus loin encore. Il pense que les échanges permettent d'organiser et équilibrer les intérêts particuliers et égoïstes entre eux. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout agir en fonction de l'intérêt des autres, je vais simplement agir en fonction de mon propre intérêt. Et par exemple, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous pouvons attendre notre dîner, mais du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Grosso modo, pour expliquer ça, cette idée, c'est que euh, quand je vais chez le boucher, il me donne, ou le boulanger, il me donne du pain, il y a intérêt parce que je vais lui donner en échange de l'argent, mais chacun y gagne. Il ne fait pas il ne fait pas du pain pour me faire plaisir, et je ne lui donne pas de l'argent pour lui faire plaisir. Tout simplement, c'est parce que nous y avons intérêt tous les deux. C'est cet échange de nos intérêts qui fait que ça fonctionne. C'est ce qu'il appelle d'ailleurs la main invisible, puisque c'est en étant égoïste que je sers les autres en quelque sorte, et du coup, ça se fait d'une manière automatique sans que j'ai besoin d'une bonne intention. Là, on est complètement éloigné de l'idée que des bonnes intentions puissent permettre de faire vivre la société. Donc, l'un des moyens de réussir à vivre en société est d'échanger des biens de manière réciproque et équilibrée. Résultat, chacun a un intérêt à échanger avec les autres pour son propre intérêt, et l'équilibre se fait automatiquement. C'est ce que Adam Smith appelle la main invisible. Malheureusement, cet équilibre a un défaut, c'est qu'il est fragile. Dès que l'un pourra l'emporter sur l'autre, parce qu'il aura plus de force, par exemple, comme on peut le voir dans les échanges internationaux, où des sociétés sont plus fortes que d'autres et des pays sont plus forts que d'autres et imposent leurs lois aux autres, du coup les échanges sont faussés, et c'est peut-être, par exemple, toute l'histoire du colonialisme. Donc, cette idée d'échange qui permettrait à tout coup aux sociétés de fonctionner mérite qu'elle soit mérite au moins, sinon d'être critiquée, en tout cas d'être améliorée par une vision plus générale. C'est ce qu'on va voir dans l'idée qu'on ne va pas échanger simplement des biens et des services, on va aussi échanger des pouvoirs. Et c'est la base de la démocratie. Le pouvoir, un moyen d'échange. On va voir comment ça peut se passer. Le fait est qu'en tant qu'individu, j'ai mon pouvoir, j'ai un pouvoir particulier. Mais imaginons que ce pouvoir particulier, je l'ajoute à celui des autres. À ce moment-là, évidemment, je partage en même temps ma liberté, mais j'ajoute mon pouvoir à d'autres. Le résultat, c'est qu'il y a le pouvoir de tous. C'est le principe, tout simplement, de la démocratie. C'est-à-dire que je sacrifie une partie de mon pouvoir, certes, en l'accordant à celui des autres, mais résultat, nous avons plus de pouvoir tous ensemble. Et de toute façon, le pouvoir de tous, c'est aussi une partie de mon pouvoir. J'accepte de soumettre mon intérêt particulier à l'intérêt général parce que je sais que l'intérêt général est la somme des intérêts particuliers et représente donc mon propre intérêt. Par exemple, je vais donner une partie pour jouer au football, il faut bien que j'arrive à ne pas garder le ballon pour moi et l'échanger avec d'autres. Et résultat, tous, on va travailler ensemble à la réussite de tous. Et ce serait ridicule de vouloir absolument gagner
d'un parti tout seul. C'est ce que, de manière plus générale, Rousseau appelle le contrat social. Le contrat social est une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Rousseau, contrat social. C'est important de comprendre ça, c'est que certes, je donne une partie de mon pouvoir aux autres, mais je suis tout aussi libre quand même, puisque ce pouvoir, ça reste le mien. Je n'ai fait que le donner, mais je ne le donne pas sans condition, et de toute façon, j'y gagne. Donc, si je voulais, encore une fois, jouer la partie tout seul, j'aurais l'impression d'être libre, mais ce serait une illusion, puisque je ne pourrais jamais arriver à rien. Je ne serais pas véritablement libre, évidemment. On va voir une illustration de cette idée-là, avec l'idée qu'on va élire des représentants de notre pouvoir. C'est-à-dire que ce pouvoir que je vais donner, je ne vais pas le donner à mon voisin, je vais le donner à quelqu'un qui me représente. Et c'est ce qu'on appelle, en démocratie, tous ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir à l'Assemblée nationale pour faire des lois, par exemple, ce sont des gens qui me représentent. Parce que je ne peux pas aller tous les jours à l'Assemblée nationale, évidemment. De la même manière, le président de la République, c'est moi, puisque le président de la République, je lui ai donné mon pouvoir pour qu'il agisse en mon nom. Les juges, les gendarmes, toutes ces institutions, ce sont des représentants de mon propre pouvoir. Une illustration de cela dans un extrait assez intéressant où on va voir une gilet jaune de l'époque réclamer des représentants du peuple. Bon, pourquoi pas, mais la voici. Il faut créer un porte-parole du citoyen. Il y a bien un porte-parole du gouvernement, il faut un porte-parole du citoyen. Elle demande un porte-parole des 70 millions de Français. Comme on dit en américain, bon courage. Il faut un porte-parole du citoyen. Alors après, comment il est désigné? À eux de trouver. Ils ont des têtes pensantes pour ça. Alors, à eux, c'est le gouvernement. Que ce soit le gouvernement qui trouve le moyen de désigner le porte-parole des 70 millions de Français. Alors, si je peux me permettre, ça vaut ce que ça vaut. Mais on pourrait éventuellement voter par région, par circonscription, pour élire une personne qui représenterait la circonscription. On pourrait l'appeler, je sais pas moi, un député. Et il rejoindrait tous les autres députés dans une assemblée qu'on appellerait nationale, afin qu'ils votent des lois. Qu'en pensez-vous? Le moment de vérité, Salia. Donc on le voit, il nous faut des représentants qui vont représenter mon pouvoir et prendre des décisions en mon nom. Je deviens alors un citoyen. Le citoyen renonce à une liberté absolue et se soumet aux règles dictées par l'intérêt général. En échange, la communauté garantit la sécurité de chacun et le respect des règles et des droits ainsi établis. On parle alors de réciprocité. On voit bien que tout à l'heure, nous parlions de réciprocité des échanges économiques. Cette fois-ci, nous avons affaire à une réciprocité des échanges de pouvoir. Alors, comment devenir un citoyen? C'est ce que nous avons vu avec Émile Durkheim par l'éducation. C'est l'exercice de lecture dirigée du texte d'Émile Durkheim que nous avons déjà vu. Je ne reviens pas, je vous laisse le lire. Nous avons déjà répondu à toutes ces questions. L'idée, c'est que, évidemment, l'éducation des citoyens, la thèse, c'est que sans l'éducation, pas de citoyens. Ce qui est indispensable à la vie en société, c'est une certaine solidarité. Le rôle de l'éducation est d'enseigner la bonne manière de se comporter physiquement, de raisonner et de se conduire moralement vis-à-vis des autres membres de la société. L'éducation est dispensée par des adultes auprès des jeunes afin qu'ils apprennent à vivre en société. L'être individuel des citoyens, c'est tout ce qui appartient à la vie privée. L'être social est fait de sentiments, d'habitudes, d'idées propres au groupe auquel on appartient par naissance. Par exemple, la morale, les croyances et traditions, les opinions acquises dans une communauté sociale donnée. C'est cet être social que l'éducation doit construire. On comprend bien ici que l'éducation des citoyens ne continue à respecter la liberté de chacun dans sa vie privée. Il ne s'agit pas de tout donner, notre pouvoir entièrement à nos représentants. On a une vie privée et une vie sociale,
dans laquelle, de toute façon, nous avons acquis un certain nombre de choses et toute une éducation, et qu'il faut savoir même, et le citoyen doit savoir aussi les réfléchir et réfléchir à son être social pour garder sa liberté. Alors nous avons une assez bonne illustration de cette idée dans ce qui nous arrive aujourd'hui quand nous signons nous-mêmes une attestation de déplacement dérogatoire. Alors, il peut apparaître relativement étonnant que nous nous autorisions nous-mêmes à sortir. Alors, c'est possible parce que, on le voit très bien là dans ce mot, certifie que mon déplacement, c'est moi qui certifie que mon déplacement est légitime en quelque sorte. Alors, je vais expliquer pourquoi je me déplace. J'ai plusieurs raisons possibles, mais ce qui est important de voir, c'est qu'à la fin, c'est moi qui signe. C'est-à-dire que c'est moi, en tant que citoyen, qui signe mon autorisation de sortie. C'est dire que, dans le fond, j'ai un pouvoir, une liberté de décider, de pouvoir sortir et d'être capable, dans le fond, et c'est ça qui est important, si je signe moi-même mon autorisation de sortie, ma dérogation, c'est que je suis capable de comprendre moi-même, seul, en tant que citoyen libre, l'utilité de cette mesure. Alors bien entendu, ça sera vérifié par la police, puisqu'on l'a dit, on ne peut pas faire entièrement confiance aux bonnes intentions de chacun, mais l'idée de ce papier, c'est que je suis libre, je suis un citoyen libre, et je m'autorise moi-même à sortir, et je m'interdis moi-même de sortir. Je suis le détenteur du pouvoir dans une démocratie. Je crois que c'est un très bon exemple de ce dont on a parlé jusqu'ici. Voilà le résultat. Le résultat, c'est que, effectivement, chacun ayant compris l'intérêt de tous et son intérêt particulier, qui vont exactement ensemble, et bien plus personne ne sort. Et nous assistons à ce spectacle étrange d'un Arcachon vide de citoyens. Bordeaux, d'ailleurs. Nous pourrions retrouver dans ce texte l'essentiel de ce que nous avons vu jusqu'ici, mais je vous laisserai le lire et le travailler. Donc, pour vivre en société de manière durable, il faut que chacun donne une partie de son pouvoir à des représentants. Ces représentants diront alors l'intérêt de tous, c'est ce que Rousseau appelle le contrat social. Pour cela, il faut que chacun se comporte en citoyen éduqué et capable de comprendre qu'en obéissant à la loi, il s'obéit à lui-même, puisque cette loi, il l'a votée. L'autorisation de déplacement qui signe le citoyen en est un très bon exemple. Ce qui est en jeu dans toute cette leçon, dans le fond, c'est effectivement qu'on ne peut pas entièrement s'appuyer sur les bonnes intentions des uns et des autres, que la justice, la politique, les lois, le droit s'assurent que les intérêts de tous soient respectés et qu'ils soient harmonieusement, qui permettent une vie harmonieuse de tous les citoyens entre eux. Dans le fond, le véritable enjeu, ce n'est pas d'obéir ou de ne pas obéir, ce n'est pas la liberté ou pas la liberté, c'est le bonheur de tous avec tous. C'est une société heureuse et sécuritaire, et dans laquelle on puisse vivre en sécurité. C'est ce que nous vivons, je crois, tout à fait en ce moment.
Clap along if you feel like that.